Journée mondiale de la francophonie, quel avenir pour la langue française? Telle est la principale interrogation au cœur de cette émission de Point sur l'actualité. À quelques heures seulement de la célébration de cette journée qui regroupe l'ensemble des personnes partageant la langue française, une langue coloniale parlée par environ 300 millions de personnes, dans un contexte marqué notamment par le rejet de la France-Afrique. Que vaut encore cette francophonie? Elle qui s'est donnée pour principale mission de promouvoir la langue française dans le monde. Nous nous interrogeons ce soir au cœur de cette émission de Point sur l'actualité. En deuxième partie, nous irons du côté des États-Unis où la rupture de l'accord de coopération militaire par le Niger passe mal. Washington exige des explications à Niamey suite bien sûr à cette dénonciation de l'accord de coopération militaire qui, selon le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, est injuste dans le fond et ne sert aucunement les intérêts du peuple nigérien. Selon un porte-parole du département d'État américain, Washington reste en contact avec les autorités nigériennes au fin d'obtenir une clarification de leurs commentaires et discuter des futures étapes. Une sortie qui passe mal, mais surtout qui dénie au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie le droit de rompre en toute souveraineté une relation de coopération qui ne profite pas au peuple nigérien. Des explications pour qui? Pour quoi faire? Telle est bien sûr l'autre interrogation, ou du moins telles sont les principales interrogations sur lesquelles nous reviendrons ce soir dans le cadre de cette édition de Point sur l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec le même plaisir, la même détermination, le même enthousiasme et le même sourire que nous vous retrouvons ce soir dans le cadre de cette autre émission de Point sur l'actualité, édition du 19 mars 2024. Au menu, bien sûr, la célébration de la Journée internationale de la francophonie, plus que quelques heures seulement. Avant donc la célébration de cette journée pour, bien sûr, l'ensemble des personnes partageant le français comme langue, surtout sur le continent africain. Nous reviendrons parler bien sûr de ce contexte marqué par le rejet de la France-Afrique. Que vaut encore cette francophonie, elle qui s'est donnée pour principale mission de promouvoir le français dans le monde? Nous en parlons ce soir aux côtés bien sûr de nos invités. En deuxième partie, nous serons du côté des Nations Unies, du côté des États-Unis où la rupture de la relation de coopération militaire par Niamey passe mal. Selon bien sûr un porte-parole du département d'État américain, Washington reste en discussion avec les autorités nigériennes et exige au passage des clarifications sur leurs commentaires pour éventuellement les prochaines étapes. Des clarifications pour qui? Pour quoi faire concrètement? Autant d'interrogations qui trouveront des éléments de réponse dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous, André-Christelle Fanga. Vous êtes journaliste, directeur de publication de la Dépêche du Midi, mais également consultant permanent de cette émission de Point sur l'actualité. Bienvenue à vos DP. C'est un plaisir, Monsieur Nguéné, de me retrouver encore sur votre plateau pour discuter des questions extrêmement importantes pour notre continent et pour tous les peuples opprimés de la Terre. Merci pour cette invitation. Bonsoir à mon companéliste que vous aurez le temps de présenter. Bonsoir à tous les téléspectateurs, télé-auditeurs, tous ceux qui nous regardent sur toutes les plateformes de For You Africa. Merci à ces personnes-là qui nous apportent leur soutien, n'est-ce pas, que ce soit par téléphone, que ce soit sur les plateformes des réseaux sociaux, qui nous encouragent. Et merci aussi aux détracteurs, à ceux qui disent beaucoup de choses nous concernant. Nous savons qu'à partir de la critique, nous grandissons. Donc, merci pour tous ces éléments-là. Ça nous permet davantage de nous ajuster et nous allons davantage apporter, n'est-ce pas, notre point de vue. Nous n'avons pas toute la vérité, mais nous saurons dire la vérité quand il le faut et comme il le faut. André-Christelle Fanga, nous vous disons également merci. DP, aux côtés bien sûr de Patient Parfait d'Homme. Un plaisir également de vous retrouver ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir Baudelaire Nguéné, bonsoir au pasteur Christelle Fanga. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec lui évidemment. Bonsoir à nos nombreux téléspectateurs, à nos millions de téléauditeurs, à nos techniciens, à l'ensemble de toute la grande famille panafricaine et merci pour cette invitation. Journée
mondial ou du moins international de la francophonie à travers le monde entier en 2024. Le sommet de la francophonie sera bien sûr orienté sur l'innovation et l'entrepreneuriat comme véritable levier pour permettre justement à cette langue-là de retrouver ses lettres de noblesse, mais dans un contexte comme le nôtre, sur le continent africain, André-Christelle Fanga, où clairement le rejet de la France-Afrique est acté. On se pose bien la question, quelle est encore l'utilité justement de cette francophonie, elle qui s'est donnée pour principale mission de promouvoir la langue française à travers le monde entier. Alors, je pense que quand vous m'avez envoyé le thème, j'ai commencé à me poser la question. On va parler de la langue française, on va parler de la francophonie, on va parler des initiateurs, des inventeurs même de la francophonie. Mais à quoi ça nous sert réellement la francophonie? À quoi ça rime tout ça? Parce que depuis des années que cette organisation existe, qu'est-ce qu'elle a apporté de bon et de bien, n'est-ce pas, aux Africains de l'Afrique francophone, s'il faut les appeler encore comme ça, parce que je commence à voir que ce langage commence à être nocif, n'est-ce pas? C'est-à-dire les États de la francophonie ou bien France-africains. Vous voyez un peu, ça commence à... Je pense que nous avons appris aussi... Oui, je pense qu'aujourd'hui aussi, il faut que nous focalisons aussi sur cet élément-là, l'élément appelé francophonie, qui a pour mission première de promouvoir la langue française. Comment est-ce qu'on pourra faire des débats en Bassa, en Bambara, en Douala, aux langues de l'Afrique, n'est-ce pas? En Wolof. En Wolof, et tout. C'est à ça maintenant que je commence à réfléchir. Et que je profite de votre thème, n'est-ce pas? Pour dire que nos brillants intellectuels que nous avons, n'est-ce pas? Nos brillants écrivains et tout le reste que nous avons chez nous en Afrique, est-ce que c'est pas possible, n'est-ce pas, de réfléchir, n'est-ce pas, comment nous débarrasser? Parce que nous n'allons pas seulement nous débarrasser, n'est-ce pas, des bases militaires françaises. Nous n'allons pas nous débarrasser seulement du franc CFA. Il faut aussi nous débarrasser de la langue française. Et vous connaissez, j'ai un triptyque qu'on appelle les 3 F ou bien les 4 F. La France, la franc-maçonnerie, le franc CFA et ajouter à ça maintenant la francophonie. Si nous nous débarrassons des 4 F que nous avons là, que je viens de citer, c'est-à-dire la France, la franc-maçonnerie, le franc CFA et la francophonie, alors nous serons véritablement des États souverains. Donc, on ne peut pas parler de souveraineté de nos États, ou bien en continuant à utiliser leur langue. Et celle que la francophonie promeut, fait la promotion. Vous comprenez un peu? Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut que nous poussions la réflexion plus loin. Parce que la francophonie, on ne mérite plus être membre de la francophonie. On ne mérite plus être dans la France-Afrique. On ne mérite plus être dans le franc CFA. On ne mérite plus être pays ou bien colonisé ou bien sous tutelle française ou bien utilisant la langue française. Je pense que ces révolutions-là sont à mettre, n'est-ce pas, vous appelez ça quoi, sur la table du débat. Parce qu'en réalité, des organisations comme celle-là, je suis surpris qu'on organise les Jeux de la francophonie, on utilise les débats de la francophonie, les organisations de la francophonie. Mais, alors que nous sommes là en train de dire que la France dégage. Alors si la France doit dégager, elle doit dégager avec tous ces éléments. On dit chez nous que si tu refuses un alage, tu le refuses aussi avec ses cadeaux. C'est-à-dire si tu refuses un homme, n'est-ce pas, refuse-le aussi avec ses cadeaux. Ne sois pas quelqu'un qui accepte les cadeaux, n'est-ce pas, de quelqu'un et tu le refuses lui-même. Un matin, tu finiras par céder parce que tu as accepté ces cadeaux, parce que finalement, ça devient des cadeaux empoisonnés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un héritage colonial. Et c'est cet héritage-là que nous continuons à traîner. La francophonie, n'est-ce pas, est un héritage colonial. La langue française est un héritage colonial. Tout ce que nous avons venu de là, c'est des héritages que si nous ne nous débarrassons pas, ça va rester sur nous comme des marques et qui nous rappelleront toujours que vous êtes des États
colonisés. Mais dans cette dynamique, on observe quand même une forme de valorisation des langues nationales au sein de l'AES. On l'a vu avec la nouvelle constitution du Mali aujourd'hui qui relègue le français au simple rang de langue de travail, mais érige les langues nationales en langues officielles aujourd'hui. Peut-être ce sont des initiatives qu'il faudrait saluer, même si beaucoup de travail reste encore à faire à André-Christophe Fanga. Je pense que c'est déjà quelque chose. C'est déjà un pas. On a pris le cas du Mali, par exemple, mais c'est également le cas du côté du Centrafrique, en RCA, où la nouvelle constitution également place le sango, ou du moins érige le sango au rang de langue officielle et le français qui est relégué au simple rang de langue de travail. Je pense que là, je vais encore me tourner vers le doyen Parfendom, qui a un projet, qui a une idée, une pensée. Oui. L'Afrique ne peut pas s'en sortir avec ces petits îlots, ces petits enclos coloniaux, c'est-à-dire des petites décisions. Le Centrafrique prend une décision de faire, n'est-ce pas, de reléguer le français en deuxième langue, n'est-ce pas, en mettant le sango. Ok, le Centrafrique, seul, Oui. dans un marigot appelé CEMAC ou bien CEAC. Oui. Vous ne voyez pas que c'est faible? Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, oui. Bon, je crois que c'est les deux pays là seulement qui ont déjà adopté le Burkina Faso et le Mali qui ont dit que c'est la deuxième. Donc, ce n'est pas encore le cas du côté du Niger. Donc, si seulement les deux là, oui, c'est des cas, c'est des petits embryons qui présentent déjà qu'il y a une pensée, il y a une volonté, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas assez suffisant. Je pense qu'aujourd'hui, s'il faut véritablement donner un coup de butoir, n'est-ce pas, à cette France, à cette francophonie, n'est-ce pas, doit être des décisions presque collectives. C'est-à-dire, comme on a vu les États de l'AES décider de se mettre ensemble, ok, qui prennent une décision collective de dire, bon, ok, nous balayons complètement le français et nous adoptons une langue qui va circuler entre les trois États, qui sera cette langue, n'est-ce pas, nationale. Et d'ailleurs, je crois que l'un des coups de gueule du doyen Parfendom ici, c'était de dire que la communication, par exemple, des États de l'AES doit être coordonnée. Que chacun ne puisse pas sortir à son moment, à son instant, de dire... de faire une communication. S'il peut avoir une communication coordonnée, alors ça va donner un plus de force et d'énergie à la communication, aux décisions prises. Et je pense que ces derniers temps, il y a eu justement cette décision-là, n'est-ce pas, de coordonner, n'est-ce pas, certaines déclarations au niveau de la presse. Ça, c'est important. Et je pense qu'aujourd'hui, pour que nous puissions nous en sortir avec des goulots d'étranglement comme ceux-ci, appelés la francophonie, il faut véritablement que les États se mettent véritablement en tête que nous pouvons nous débarrasser de ça. Pourquoi le sango seulement en Centrafrique? Pourquoi ne pas le sango quand même qui est une langue, n'est-ce pas, qui peut être parlée au Cameroun, qui peut être parlée au Tchad, qui peut être parlée, n'est-ce pas, au Gabon et au Congo. Alors, pourquoi ne pas adopter le sango sur tout le territoire de la zone CEMAC? Pourquoi ne pas choisir une langue, n'est-ce pas? D'ailleurs, des études, des statistiques ont montré qu'il y a des langues qui sont facilement à apprendre, qui peuvent être adoptées, parce que des gens ont déjà réussi à faire de l'écriture de cette langue-là. Donc, on peut enseigner ça rapidement dans les écoles et en faire une langue sous-régionale, ou bien une langue, n'est-ce pas, africaine. Donc, c'est possible que nous puissions véritablement nous débarrasser de ces goulots d'étranglement appelés la francophonie. Parce que c'est l'un des éléments où le français... Parce que vous savez, vous vous rappelez de Ité, l'ancien ambassadeur français. Le fait l'ancien ambassadeur français au Niger. Oui. Le fait seulement parce que c'était une société française, n'est-ce pas, qui nettoyait ou bien travaillait, n'est-ce pas, l'eau. Il a demandé aux Nigériens de ne plus boire l'eau, cette eau-là, parce que c'est une société française. Donc, vous voyez comment il se moque de nous. Il dit, mais vous dites que vous nous combattez, mais vous utilisez notre langue. Et vous savez qu'il y a un bénéfice assez important dans l'utilisation de la langue française. Il y a un bénéfice parce que les manuels scolaires, par exemple, sont imprimés en français. C'est-à-dire, tous les pays francophones vont utiliser, n'est-ce pas, ces manuels. Et donc, ça enrichit, n'est-ce pas, ceux qui ont les propriétaires de la langue.
Et vous savez qu'il y a plusieurs États qui continuent à payer la redevance, qui continuent à payer certaines redevances, n'est-ce pas, concernant la colonisation, concernant la tutelle française. Il y a plusieurs pays qui continuent à le faire. Donc vous comprenez qu'en réalité, il faut véritablement prendre des décisions collectives. C'est quand même assez faible de prendre un État seul, le Sango, oui, c'est bien, mais il faut faire plus grand. Merci à vous, André-Christelle Fanga. En 2024, on le rappelle rapidement, le sommet de la francophonie aura donc pour thématique, vous l'avez d'ailleurs aperçu à travers les habillages qui défilent, créer, innover, entreprendre en français. Cette orientation souligne bien sûr les multiples opportunités et dynamisme de l'espace francophone, selon bien sûr l'institution en elle-même, encourageant ainsi donc la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat comme levier de création d'emplois pour la jeunesse. Le 20 mars 2024 sera donc l'occasion, selon la francophonie, de lancer cette thématique, selon elle, riche, qui recouvre plusieurs champs qui seront d'ailleurs déclinés dans les communications durant toute cette année 2024. Un constat clair et fait, patient parfum d'homme. L'expansion de la langue française est clairement en nette régression aujourd'hui. Et sur le continent africain, on se pose bien la question, mais dans un tel contexte, quel est l'avenir réservé bien sûr à cette langue française-là? Écoutez, je pense que l'avenir de la langue française sera proportionnel à la capacité de résilience de cette néocolonisation rampante qui joue encore, qui fait encore la résistance. Parce qu'en réalité, nous sommes là dans le cadre de ce que je peux appeler un soft power français à partir de cette langue-là, pour imposer leur culture à un ensemble de pays qu'ils ont eu à coloniser, ou bien ils ont eu à avoir des rapports plus ou moins importants dans leur histoire récente. Et ils tentent, par le biais de cette langue, et par les financements qui vont avec, d'ailleurs, dans les différentes initiatives, dont celle que vous venez d'indiquer tout à l'heure, de continuer non seulement à valoriser leur langue, leur pratique culturelle, mais aussi dominer cet espace à partir de cette langue et en faire ce que je peux appeler une petite chasse gardée. Donc, un précaré qui ne dit pas son nom, mais qui permet à la France, à partir de cette langue que nous employons, de continuer à domestiquer, n'est-ce pas, les intellectuels, les intelligences, les manières d'acquérir la connaissance, d'orienter même à la limite cette manière d'acquérir cette connaissance, de nous imposer par exemple les manuels didactiques dont nous avons besoin pour continuer à domestiquer la science et par conséquent d'être à partir de cette posture-là considérée comme l'une des langues et l'une des nations influentes sur le plan culturel au monde aujourd'hui. Quand vous regardez très bien, par exemple, vous allez vous rendre compte que le français peut être la 4e langue parlée, peut-être la 5e langue la plus utilisée sur Internet. Il y a 88 pays ou bien États qui font partie de cette affaire de la francophonie. Et vous allez voir des bizarreries, des pays, par exemple, comme l'Égypte, membre de la francophonie, on se demande bien très bien à quoi ça rime, et la Serbie par exemple, etc. etc. Donc je crois que c'est un instrument de soft power de la politique française, mais qui ne se définit pas de la même manière que dans les espaces où la France a eu à coloniser les pays, que dans les espaces où la France essaie plutôt de jouer de son entre-gens pour donner une certaine consistance à cette organisation-là. Et c'est là où... Ça veut dire que l'empreinte est plus visible aujourd'hui dans les pays où la France a eu à... On va dire quoi, dans les anciennes colonies, patient parfum d'homme, l'empreinte est plus visible de ce côté. Mais bien sûr. Et là, je cite le Paul Sédar Senghor qui disait lui-même, il dit, dans les décombres du colonialisme, nous avons trouvé cet outil, n'est-ce pas, merveilleux, la langue française, aimait-il répéter. Alors, et quand vous connaissez la place qu'occupe Sédar Senghor dans l'espace intellectuel au niveau surtout de l'Afrique francophone, vous imaginez les dégâts qu'une posture aussi affirmée, aussi radicale, comme celle-ci a pu avoir. Et cette construction, elle s'est faite de manière progressive,
mais surtout aussi avec un autre instrument dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui a aidé à construire justement cette organisation internationale de la francophonie et qui est par excellence le franc CFA. On n'a pas beaucoup parlé de franc CFA. Le franc CFA accompagne totalement cette politique de domestication de ces espaces sur le plan culturel à travers des jeux de la francophonie. Il faut les financer à travers un certain nombre d'actions. Maintenant, ils sont dans la biodiversité, il faut une biodiversité francophone, culturelle, etc., etc. Mais aussi les centres culturels français, un certain nombre d'événements qui sont organisés justement à travers ce label-là et qui donnent l'impression à beaucoup de nos intellectuels que, hors du cadre francophone, il n'y a pas d'avenir pour nos États. Bon, mais maintenant, comment devons-nous percevoir cette menace pour le futur, pour nos enfants aujourd'hui? À mon sens, nous avons 2 ou 3 orientations à prendre. Première orientation, c'est de dire ce que Christelle disait tout à l'heure. Vous savez, moi, je donne l'exemple de mon parti. Oui. Le PC, quand il énonçait, n'est-ce pas, sa philosophie et pour prendre le pouvoir au Cameroun, pour nous apporter la réunification de l'indépendance, il avait mis la question de la langue au premier point. Et il avait dit, on ne peut pas aller à l'indépendance en nous débarrassant de la tutelle française, mais en continuant de maintenir, n'est-ce pas, cet élément de la culture française qu'est sa langue. Ils ont donc proposé une langue nationale, une camerounaise, qui était le Fufulde. Et quand on regarde le nombre de militants, locuteurs de Fufulde dans l'UPC à l'époque, on est bien étonné de se poser la question pourquoi ces gens-là avaient cette capacité, cette vision altruiste qui était débarrassée de toute considération d'ordre ethnique, tribaliste et tout ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que pour eux, ce qui était important, c'était d'avoir une langue facile d'expression, comme l'a dit Christelle tout à l'heure, mais surtout qui va créer ce schisme, cette rupture radicale avec cette langue coloniale qu'est le français. C'était un pas. On peut faire d'autres pas aujourd'hui. Alors, ça c'est la première expérience. Et là, si nous avons des hégémons à la tête de nos États qui continuent de penser qu'il faut nous débarrasser, pas seulement en fait des langues de travail, mais trouver une langue africaine, pourquoi pas le Swahili, hein, pourquoi pas le Hausa? Il y a beaucoup de langues qui ont des millions, des dizaines de millions. Mais qu'est-ce qui manque dans ce cas-là? C'est un manque de volonté politique? C'est un manque de volonté politique. Il y a autre chose qui pourrait expliquer. J'en viens. On parle de l'emprise qui est suffisamment implantée aujourd'hui, patient parfum d'homme, au point où, dans notre pays, le Cameroun, on ne compte pas, ou du moins, il serait peut-être difficile aujourd'hui de passer, de demander à un Camerounais, ben, tu voudrais que quelle langue soit finalement adoptée comme langue nationale? Chacun va tirer la couverture de son côté en exigeant peut-être, pour moi, ce soit le Bassa, pour moi, ce soit telle ou telle autre langue. Ceci parce qu'il y a une forte emprise de la langue française qui a été, entre autres, implémentée jusqu'ici. Du coup, on se pose la question, comment matérialiser tout cela? D'abord, c'est un peu d'ignorance de penser que, par exemple, si on choisit une langue, nos langues sont aussi diverses qu'on tente à nous le montrer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Si mon frère qui est en face de moi se met à parler Maka maintenant, je suis convaincu que je vais grignoter quelques mots qui se disent exactement de la même manière. Premièrement. Deuxièmement, ce que vous ne voulez pas voir dans cette affaire-là, de cette langue française, même anglaise, parce il y a aussi l'anglais à côté, etc. Francophonie, Commonwealth également. Ce sont des langues qui sont en train de perpétrer un véritable génocide sur les langues locales. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte? Nos enfants, sous le fallacieux prétexte qu'il faut parler français et anglais, ne parlent plus nos langues maternelles. Ils sont en train de tuer complètement nos langues maternelles. Donc, cette affaire de la francophonie comme le Commonwealth agissent comme des instruments de génocide sur nos propres langues, sur notre propre culture, sur notre propre environnement linguistique aujourd'hui. Et ça nous appauvrit au contraire. Vous savez que la richesse est dans la diversité. Ce n'est pas en rapetissant l'espace culturel qu'on devient vraiment quelque chose de génial. Et cette affaire-là, ce génocide de nos langues-là, c'est aussi une autre manière de voir en quoi la question de contentieux historique, tant qu'il n'est pas purgé, va continuer à nous conduire vers l'esclavage, n'est-ce pas, colonial,
avec cette rencontre que nous avons eue avec la France. Donc, je crois sincèrement qu'il faut que les gens réfléchissent très bien. Pour vous, il faut d'abord éponger le contentieux historique avant éventuellement... C'est l'un des éléments. C'est l'un des éléments. Il faut mettre fin, n'est-ce pas, à la domestication de cette langue, des langues à l'extérieur française et anglaise, puisque c'est au Cameroun, par rapport à nos langues nationales. Et mieux, le fait qu'on choisisse par exemple le Wondo, ou bien, je ne sais pas, le Fefe, comme langue nationale du Cameroun, cela ne tue pas la pratique des autres langues nationales. Au contraire, il y aura comme un engouement pour chacun de faire la promotion de sa propre langue et de la rendre vraiment extrêmement dynamique en créant même des écoles où nos enfants apprendraient nos langues. Et puis bon, pédagogiquement, il est prouvé que quand vous parlez mieux votre langue, quand vous êtes face à une équation que vous ne pouvez pas résoudre, quand vous traduisez les termes de cette équation dans votre propre langue, vous la résolvez nettement mieux que si vous réfléchissez dans la langue d'autrui, surtout le français et l'anglais, le cas du Cameroun. Troisièmement, quand même, il y a aussi ce que j'appelle les ruses de l'histoire par rapport à cette affaire de la langue. Je vois un pays, par exemple, comme le Brésil. Vous savez que le Brésil a été colonisé par le Portugal. Vous savez que la langue qui est parlée au Brésil aujourd'hui, c'est le portugais. Mais le Brésil n'a plus de rapport de dominé à dominant avec le Portugal. Ils parlent tous portugais. Au contraire, c'est le Brésil aujourd'hui qui a pratiquement assujetti le Portugal. Bon, ce ne sont pas les mêmes réalités parce qu'une bonne partie des Brésiliens sont quand même des locaux-dermes qui sont déportés là-bas, des Portugais, des Espagnols, des Italiens, etc., etc. Mais il y a quand même aussi... je fais remarquer cela pourquoi. Parce que si les autres ne se sont pas laissés dominés, colonisés, même mentalement, vampirisés, voilà le mot, vampirisés, et on dit nous sommes libres, nous ne dépendons plus de l'Empire portugais. Chez nous, de français, cet élément imposait qu'il y a des gens qui pensent que ne pas parler français, c'est un crime. C'est même être un idiot à la limite. Dans les établissements scolaires, même lorsque vous essayez, bien sûr, de mettre en avant votre langue maternelle, cela est considéré comme, je ne sais pas trop, comme un génocide pratiquement. Oui, mais nous, quand nous étions gamins, celui qui parle bassa sera puni. Ma chère maman, la maîtresse a dit, et on le chantait. Et actuellement, quand vous êtes dans nos villages, et que vous avez un enfant qui essaie de vous dire quelque chose dans la langue, dans sa langue maternelle, les gens le grondent. Non, parle en français. Vous voyez à quel niveau nous sommes arrivés. C'est-à-dire que les chaînes sont partis des pieds et des mains et se sont inscrits durablement au niveau de nos cerveaux. Mais heureusement pour moi, j'ai eu à voyager quand même un peu. J'étais en Centrafrique comme dans d'autres pays, où il y a un regain de dire il ne faut pas laisser nos langues mourir. Et je vous assure que dans ces espaces, regardez la Tanzanie, on n'a pas parlé beaucoup de ce pays, avec le Mwalimu qui a instauré, qui a tout fait, il a fait toute la pédagogie, il a construit dans le Kiswahili. Allez voir ce qui se passe en Tanzanie. Allez voir, les gens étudient, ils font les maths, la biologie et tout, la littérature en Kiswahili. C'est un pays qui se porte nettement mieux que nos pays où les gens continuent à dire tant que ce n'est pas Molière ou Shakespeare, ça veut dire que ton intelligence est idiote. Moi, quand on me parle même des intellectuels, même là aussi, on dit quelqu'un qui parle 3-4 langues, c'est un intellectuel. Oui, il est très brillant, il parle français, il parle anglais, il parle espagnol, il parle allemand, donc vraiment c'est un génie. Mais mon père, excusez-moi, mon père, il parlait 4 langues. Pourtant, est-ce que c'est un idiot? Donc vous voyez que même au niveau des normes, même au niveau des valeurs, nous sommes toujours dans l'esprit colonial. Pour qu'on sorte de là, il faut casser, n'est-ce pas, la primauté de ces langues étrangères chez nous. Et pour cela, malheureusement, et vous savez, nous avons par exemple le cerf de Tola, le Charles Benambikoy. Oui, pour sortir. Oui, je sors par là. Il faut qu'on invite sur nos plateaux des experts comme Charles Benambikoy et ses amis pour qu'ils viennent nous parler de ces questions de langue. Moi, bien avant, il y a cela plus de 20 ans, j'ai participé à beaucoup de séminaires avec eux. Vous allez vous rendre compte que cette affaire de nos multiples langues dont on parle là, et qui serait la question que tu m'as posée, l'objet qui ne permet pas qu'on puisse avoir une langue nationale, c'est faux. On peut même construire une langue nationale à partir des apports de ces différentes langues. On peut le faire. Cette diversité ethnique aujourd'hui, peut-elle être
un obstacle, un barrage. Non, pas du tout. Le Swahili lui-même, il a des emprunts. Mais pourquoi je vais chercher le Swahili? Le français lui-même, il a des emprunts, non? Vous ne dites pas week-end. C'est un mot français. Hein? C'est un mot anglais. Comment? Donc, lui-même, il n'a pas des emprunts. Donc, toutes les langues sont dynamiques, elles sont vivantes et elles peuvent avoir des emprunts, surtout dans le cadre africain. Ça serait même très enrichissant. Et vous allez vous rendre compte que nous allons créer au final une langue qui sera vraiment un véritable exercice de poésie, de plaisir, etc. etc. Une seconde, s'il te plaît. Ceux qui parlent de la faiblesse de nos langues, souvent disent que nos langues ne sont pas qualifiées pour, par exemple, parler des mathématiques et des sciences. Mais la Bible, là, vous n'avez pas traduit dans toutes nos langues. La Bible n'a pas été traduite dans toutes nos langues. Pourquoi? Si nos langues sont, on a pu traduire la Bible dans nos langues, ça veut dire qu'elles sont d'une richesse incroyable. Parce que la Bible, là, c'est le construit le plus important de la philosophie, de la poésie, de la littérature juive. Donc, si vous dites que c'est eux qui sont les maîtres du savoir, ça veut dire que nos langues, on peut aussi, et là je remercie M. Pondi d'ailleurs qui a écrit tout le vocabulaire, toute la littérature mathématique en Bassa, comme le docteur, le professeur Mokoko Puzo, qu'il avait fait en Bankoun, chez les Abos. Donc il y a beaucoup de savoir comme ça qu'on tue nous-mêmes parce que nous pensons que ne pas parler anglais, ne pas parler français, ça veut dire qu'on ne vaut rien du tout. Mais je crois que les autres peuples du monde nous regardent en rigolant. Aucun peuple au monde ne s'est développé en parlant la langue d'autrui. Si ce n'est que c'est comme le Brésil, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un déplacement des peuples portugais et des autres locodèmes européens qui se sont installés là-bas en tuant d'ailleurs les Indiens et s'imposent cette langue-là qui n'est pas du tout dépendante de la volonté de Lisbonne aujourd'hui. Merci à vous, patient parfait d'homme, sur ce premier jet parlant justement de cette question. André Kisselfanga, dans un contexte comme le nôtre, est-ce que cette diversité culturelle, pour patient parfait d'homme, vous avez son avis, mais est-ce que pour vous aujourd'hui cette diversité culturelle peut être un obstacle justement à ce vœu que nous appelons tous, celui bien sûr d'avoir, du moins de voir une langue nationale érigée, ou du moins une langue locale érigée au rang de langue nationale? Deuxième volet de ma question, comment s'extirper de tous ces goulots d'étranglement aujourd'hui? On a parlé d'un manque de volonté politique derrière justement tous ces mécanismes de la France-Afrique, mais comment s'extirper de tous ces goulots d'étranglement? Quand on parle de langue nationale, il y a une langue nationale par exemple au Cameroun, le pidgin. Si on normalise le pidgin, vous allez voir que vous allez parler du pidgin de l'extrême nord jusqu'à à l'extrême sud, à l'extrême nord-ouest, sud-ouest, vous allez parler le pidgin. Partout ça se parle. Mais c'est une créolisation de l'anglais. Je dis bien. Parler une langue de je dis bien. Parce qu'on a puisé dans l'anglais pour essayer. C'est un exemple de créativité, vous voyez un peu camerounaise. Il y a le franc-anglais, qui sont des expressions que vous allez retrouver, comme on disait, des emprunts. Franc-anglais, on a emprunté en français, on a emprunté en anglais pour que ça forme. Ça, c'est de l'intelligence. C'est la capacité d'adapter, n'est-ce pas, une langue au quotidien, n'est-ce pas, des Camerounais ou bien d'une certaine contrée. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, vous allez retrouver que même dans les écoles, dans les collèges, il y a un problème de locution française, de l'écriture française. Parce que le franc-anglais a déjà pris presque tout le cerveau des jeunes. Parce qu'on oublie souvent, si un jeune vous envoie un SMS maintenant là, ou un message WhatsApp, il ne peut plus vous envoyer un message avec tout l'orthographe française qu'il faut. Il va toujours ajouter grand jeu d'Oscar. Ça, c'est une façon, vous voyez un peu que les Africains, ou bien le Cameroun, par exemple, a adopté... C'est une faculté d'adaptation. D'adaptation, n'est-ce pas, aujourd'hui. Maintenant, s'il faut maintenant adapter, par exemple, une langue, c'est-à-dire... On a pris le Foufoulde, et d'ailleurs qui se parle un peu presque de partout. Parce qu'il faut comprendre que... Dans tout le Grand Nord, dans tout le Grand Nord d'abord, et même, vous savez que les influences culturelles ont amené, n'est-ce pas, cette langue à s'exposer même chez d'autres cultures. Vous voyez un peu. Et
avec les nomades, avec la plupart des commerçants et tout, qui se sont infiltrés dans les villages et tout, on a appris à parler ces langues-là. Donc, vous comprenez que c'est une langue qui est capable d'être utilisée, n'est-ce pas, pour justement faire une langue nationale, s'il faut le dire. Mais la volonté politique n'y est pas. Nous le savons tous. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de nous adapter ou bien d'adopter une langue capable. Laissez les petits tribalistes. Vous savez, il y a une catégorie de jeunes qu'on a instrumentalisés aujourd'hui, faisant croire qu'il y a une race supérieure au Cameroun. Et donc, si ce n'est pas eux, que ça soit politiquement, que ça soit économiquement, que ça soit culturellement, que ça soit... Ils veulent tout imposer, que ça soit... Tout vienne de chez eux. Mais c'est des petits tribalistes primaires parce que ceux-là ne comprennent pas que le Cameroun est une diversité absolue. C'est une diversité qu'on ne peut pas réduire à une seule région ou à une seule ethnie ou bien à quelques ethnies possibles. Vous faites tout faux. Parce que chez moi, à l'Est Cameroun, vous allez retrouver presque toutes les composantes sociologiques du Cameroun. En fait, le Cameroun est d'une diversité absolument incroyable. Donc, normalement, nous devons l'utiliser. Donc, celui qui vient parler de tribalisme est, je peux même dire, un idiot à la limite. Celui qui vient parler de tribalisme est un idiot. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, le manque de volonté politique nous amène à avoir des discours tribalistes. Oui. Maintenant, comment sortir de ce goulot d'étranglement dont vous avez posé la question? On a déjà élagué le problème de volonté politique. Mais il faut aussi la prise de conscience collective. S'il y a une prise de conscience collective, c'est-à-dire nous savons que le français est corrosif et abrasif. Nous savons que le français ne nous aide pas à nous développer. Le français ne nous aide pas. Je dis quand je parle du français, le français dans tout sa composante, que ce soit la langue, que ce soit le français, que ce soit les outils français, que ce soit tous les éléments composant les 4 F que j'ai cités là, ne nous aident pas à sortir, n'est-ce pas, de la misère où nous sommes. Alors, nous nous débarrassons de cela, c'est-à-dire de la France en premier. Si nous nous débarrassons de la France, nous nous débarrassons. Mais je disais l'autre jour au doyen Parfendom, il faut que les intellectuels africains aient le courage un jour de s'asseoir et de chacun dans un plateau de télé, dans une vidéo, de prendre ces diplômes-là, ils déchirent parce que ça ne vaut absolument rien. Il faut qu'ils aient le courage de dire que mais, ce qu'ils nous ont appris n'a jamais été... Bon, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Mais c'est ce qu'on nous enseigne tous les jours à l'école, non? Et qu'on continue à enseigner à nos enfants, non? Ce n'est pas ça. Que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. C'est des choses comme ça. Comme si l'Amérique était un territoire perdu qui était un no man's land vide. Quelqu'un est arrivé et il a trouvé et il a planté le premier manioc. Il a construit la première maison, le premier champ de canne à sucre. Après, on dit que c'est lui qui a découvert l'Amérique. Mais vous voyez des idioties comme ça. On nous a fait un construit éducationnel, n'est-ce pas? Parce que vous savez une chose, l'éducation, c'est pour ça que Boko Haram, dans son essence vraie du terme, est une bonne initiative. Mais ce que les Boko Haram font là maintenant, c'est de la bêtise. Vous comprenez un peu? Parce que quand ils disent que parce que Boko Haram veut dire l'école du blanc est un péché. C'est vrai. L'école du blanc est un péché. Parce qu'on nous a appris des choses. Maintenant, on vous dit que dans les livres des blancs, n'est-ce pas, de l'école primaire, on apprend l'enfant comment on peut faire une fellation. Comment il peut avoir des rapports à 8 ans. Comment ça... Il y a des dessins là dans les livres. Donc vous voyez l'éducation occidentale, vous voyez l'éducation du blanc. Vous comprenez qu'il y a des choses à faire. Les révolutionnaires doivent comprendre que doivent amener les gens à prendre des décisions radicales. Et c'est parce qu'il n'y a pas encore des hommes radicaux dans nos territoires. Parce que c'est aussi simple, aussi clair. J'ai apprécié la vidéo de Kémy Séba. On a vu le débat ici l'autre jour. Il a déchiré, il a brûlé le passeport français devant caméra. Bravo. N'est-ce pas? Bravo. C'est ce que nous attendons, que les gens qui sont là-bas disent que vous ne pouvez pas combattre des gens et vous êtes dans leur territoire. Vous ne pouvez pas batailler contre l'Occident, n'est-ce pas? Et continuer à utiliser. C'est pour ça que moi, je dis toujours que moi, aller en France n'est pas un rêve. Si je vais en France, c'est un cauchemar. Ou bien je rêve même que je suis en France, c'est un cauchemar. Donc priez pour moi pour que je en sois délivré.
Mais nous savons tous qu'on a des choses qu'on peut transformer, adapter à notre système. Et ça, c'est le travail que nous devons faire au quotidien, d'essayer d'adapter ce que nous avons comme potentiel, n'est-ce pas, aux réalités africaines. Nous ne pouvons pas penser le développement comme l'Europe. Nous ne pouvons pas penser, n'est-ce pas, l'économie comme l'Europe. Nous ne pouvons pas penser ces différents, la culture comme l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons culture. Je vous dis, ça c'est un témoignage que je vous donne. Ça c'est dans les années 2000. On va sortir par ce témoignage. 2003-2004. Le Centre culturel français est l'un des lieux de promotion de l'homosexualité. Tous ceux qui ont fréquenté, n'est-ce pas, le Centre culturel français à cette époque-là. Jeunes journalistes qui voulaient apprendre, qui voulaient, n'est-ce pas, lire et faire beaucoup de choses. On voyait comment les jeunes qui étaient dans stylistes, modélistes qui venaient, on voyait des jeunes qui... En fait, une batterie de jeunes. La plupart de ceux que je rencontre aujourd'hui sont des grands homosexuels. Que ce soit ceux qui sont dans les sociétés françaises, que ce soit ceux qui sont dans l'art et la culture, que ce soit ceux qui sont dans la communication aujourd'hui, des journalistes aujourd'hui. Tous ont été moulés par là et j'en connais le réseau un peu, pas tellement parce que j'ai mené quelques enquêtes, mais vous comprenez que la culture française a amené l'aliénation, parce que j'appelle ça de l'aliénation, a amené de l'aliénation, a amené des choses qui ne correspondent pas à notre style de vie chez nous, en Afrique, au Cameroun en particulier. Voilà. Merci à vous, André Christelle Fanga, pour sortir de ce sujet et passer en parfum d'homme. Quel est l'apport d'une prise de conscience collective dans un tel contexte où un manque de volonté politique s'avère, entre autres, de plus en plus évident? Il faut continuer le combat. C'est-à-dire que c'est un combat que nos prédécesseurs ont déclenché. Nous avons pris le relais, peut-être en termes de 3e, 4e génération. Il faut que d'autres générations poursuivent ce combat. C'est seulement comme ça qu'on va finir par nous en sortir. Parce que, je vous l'ai dit, quand on parle de la francophonie, quand vous écoutez les gars qui se sont retrouvés à Niamey et qui ont signé cet acte-là, qui crée la francophonie, il y avait les Senghor, Bourguiba, Amane Diori, des gens, et puis le Norodom Sihanouk, ce Cambodgien-là, dont on a fait roi, des gens comme ça, pour eux, ils voyaient la France comme l'horizon indépassable de la culture. Et vous voyez même les affrontements qui ont eu lieu entre Césaire et Senghor sur la question de la négritude. Vous voyez les passes d'armes entre Senghor et Cheikh Anta Diop sur la question de la culture. Pour eux, la France c'était le summum de la culture sur le plan. Donc ils avaient des cerveaux totalement lobotomisés et croyaient à cette France-là. Mais la France a fait accompagner cette soft power par quoi? Par les moyens, par l'argent. C'est là où vous voyez la libération de notre continent et la fin de France CFA va marquer un pas décisif dans dans le refus de cette aliénation. C'est très important. Je dis, il y a plusieurs langues en Afrique qui ont des dizaines, voire même des centaines de millions de locuteurs. Je peux citer quelques-uns très rapidement. L'Afrique peut très rapidement choisir une langue. Cela ne dit pas la mort des autres langues locales, maternelles, comme j'aime bien le dire, mais il ne faut jamais dire patois, parce que c'est péjoratif ce terme. Bien sûr, c'est eux qui l'ont créé. Donc, nous avons le Swahili, nous avons le Hausa, nous avons le Lingala, par exemple. Nous avons les langues, le Sango, entre autres. Bon, l'arabe, j'aime pas beaucoup, pour des raisons évidentes que vous connaissez. Le Sango, c'est une langue spécifique parce qu'elle n'a pas beaucoup de locuteurs, certes, mais elle est une langue qui porte en elle les germes de son indépendance vis-à-vis du fait colonial. Elle peut être parlée très facilement. On peut même dire qu'on va prendre la langue, par exemple, le Sango, parce qu'on n'aura pas des batailles de chiffonniers pour imposer les langues des cadeaux. Donc, je pense que ce n'est pas ce niveau. Le problème, c'est au niveau de cette volonté politique. Et les Chinois parlent le mandarin, n'est-ce pas? Vous croyez que tous les Chinois, ils n'ont pas de langues ethniques là-bas? Ils en ont. Ils en ont beaucoup. La Russie, ils parlent le russe. Mais les fédérations de Russie ont d'autres petites langues là-bas, entre eux.
qu'ils parlent. Donc, ne donnez pas l'impression... En fait, c'est la même Ne donnons pas l'impression que la diversité ethnique est un obstacle. Non, on choisit une langue africaine, on en fait la langue officielle de l'Afrique, mais on continue à faire la promotion, au contraire, de faire la promotion de nos langues locales, de nos langues maternelles, on les rend vivantes, et puis ça va nous permettre d'ailleurs de continuer à découvrir des choses que nous sommes en train de perdre. Parce que vous et moi, si je me mets à parler la langue bassa maintenant, je vais parler des termes que tu ne comprends pas. Or, ce sont des termes que nous perdons petit à petit, parce que nous ne pratiquons plus notre langue. L'Afrique du Sud a trouvé une parade. Langue officielle. Certes, il y a l'anglais. Ceux qui continuent à parler, je ne sais pas, leur langue de l'apartheid, là, ils peuvent la parler. Mais les langues sud-africaines, comme la langue qui est la plus parlée d'ailleurs en Afrique du Sud, de cette ethnie-là, elle est parlée. Vous allez au commissariat, vous allez au tribunal, vous trouvez des gens avec qui... le Zoulou, par exemple, excusez-moi, le Zoulou, le Soksa, vous trouvez des gens, vous allez à l'administration, on ne vous impose pas forcément de parler anglais ou bien leur fausse langue là, mais vous trouvez quelqu'un, vous voyez là, c'est pour faire quoi? Votre déclaration d'impôt, on vous dit dans votre langue et vous continuez de faire vos choses correctement. Je crois que et le Sénégal, lui, ils ont beaucoup de chance parce que le Wolof, lui, il n'a pas de problème. Et il dépend, c'est là qu'on doit reconnaître les intellectuels africains. Les intellectuels africains doivent se saisir, surtout ceux qui sont dans le domaine des sciences sociales et la question de langue, qui s'occupent de ce problème-là pour qu'on sorte très rapidement de cette affaire de francophonie, Commonwealth, des conneries comme ça. Dans bientôt, nous allons être de turcophonie, je ne sais pas, chinoisphonie, etc., etc. C'est la mort programmée, c'est un véritable génocide contre les langues africaines et contre les cultures africaines qui sont les plus riches, les plus divers et les plus dynamiques au monde. Merci à vous, très chers messieurs, sur la thématique concernant bien sûr la journée internationale de la francophonie qui se célèbre donc dans quelques heures. Le thème de cette année, nous sommes revenus bien sûr sur ce qui a été retenu. Parlant de cette thématique, créer, innover et entreprendre en français. Des conférences d'ailleurs seront organisées à cet effet patient par Fendom. Créer, innover et entreprendre en français. Le thème de cette année 2024. Et vous voyez l'hypocrisie, la flûterie française. L'actuelle présidente de cette organisation, la francophonie, c'est Mme Louise Mushekouabo, qui est une Rwandaise. Le Rwanda, lui, a fait quoi? Est sorti de la francophonie. Vous voyez comment ces gens-là ils sont malins, escrocs et filous. Donc, ils veulent une fois de plus tenter de retenir le Rwanda pour que le Rwanda ne parte pas, pour que le Rwanda n'abandonne pas le français. Mais malheureusement pour eux, le Rwanda est ailleurs aujourd'hui. Donc, allez prendre une dame comme celle-là, Mme Louise Mushekouabo, qui était ministre rwandaise des Affaires étrangères. Je vous dis que c'est encore une tentative d'introduire le verre dans le fruit. Voilà. Nous avançons, messieurs. Après, bien sûr, la Journée internationale de la francophonie, nous parlons, ou du moins nous reparlons ce soir, messieurs, de cette rupture de la coopération militaire entre le Niger et les États-Unis. C'est une dénonciation qui passe mal, particulièrement du côté des États-Unis, où Washington exige plus que jamais des explications à Diabé, suite bien sûr à la dénonciation de l'accord de coopération militaire par les autorités nigériennes, pour qui, entre autres, cet accord ne servait aucunement les intérêts du peuple nigérien, mais également dans le fond était donc clairement injuste. Selon le porte-parole du département d'État américain, plus que jamais, les États-Unis exigent des clarifications dans une perspective, bien sûr, d'une nouvelle coopération. Je reviens rapidement sur les déclarations, entre autres, de ce porte-parole du département américain qui a, entre autres, réagi. Il dit ceci, André Kissel Fanga: nous sommes en contact avec les autorités de transition pour obtenir une clarification de leurs commentaires et pour discuter des futures étapes, explique entre autres Vedan Patel, un porte-parole du département d'État américain. Nos partenariats avec les pays de l'Afrique de l'Ouest sur la sécurité sont mutuellement bénéfiques et visent à atteindre ce que nous croyons être des objectifs communs pour détecter, prévenir
et réduire la violence terroriste et créer un environnement propice à un développement économique et social, a-t-il ajouté. Washington qui exige des clarifications, voire des explications à Niamey suite bien sûr à la rupture, ou du moins la dénonciation de l'accord de coopération militaire. André-Christophe Fanga, votre premier point de vue sur la question, on a l'impression que par cette réaction aujourd'hui, ou du moins par cette sortie, les États-Unis dénient clairement aux autorités nigériennes le droit de pouvoir rompre de façon souveraine un accord de coopération quand ce dernier ne sert aucunement les intérêts du peuple nigérien. L'accord a d'abord été signé comment? Qui montre le document qui signe l'accord? Il n'existe pas pratiquement ce document-là. On a l'impression, d'ailleurs les autorités l'ont précisé, il a été formalisé de façon unilatérale en 2012 et envoyé aux autorités de l'époque. C'est tout. Donc s'il n'y a pas un accord formel, c'est-à-dire aucun document, n'est-ce pas, qui met les deux parties sur la table en signant, ok, nous nous installons, nous avons une coopération, nous aurons une coopération, n'est-ce pas, oui. De temps à temps. Ce qui était envoyé aux autorités du Niger, n'est-ce pas, c'était par l'ambassadeur américain, c'est n'est-ce pas? Une simple note. Une simple note. Oui, qui a été envoyée. Qui a été envoyée et que voici ce que nous allons faire. Donc il n'y avait rien d'un accord. Alors, c'est pour ça que je parle de la prise de conscience collective. La prise de conscience collective amène à ce genre de résultats que nous venons de voir. C'est-à-dire de dire aux Américains, mais sur quelle base vous vous êtes installés chez nous? S'il n'y a pas de base légale, alors vous dégagez. Prenons l'exemple avec Barkhane au Mali. C'est les États, n'est-ce pas, c'est l'État central malien de l'époque qui demande, n'est-ce pas, l'assistance militaire française. Et dans le contrat, c'était bien stipulé appui aérien. C'était un appui aérien. Finalement, Barkhane s'est installé, que ce soit aérien, que ce soit au sol. Oui. Avec des bases un peu de partout. 10 ans de coopération. 2013-2022. N'est-ce pas? 2023 même, presque 2023. Donnez-nous le résultat de Barkhane. Avec tout l'armement, avec tous les hommes. Les statistiques du ministère de la Défense nous disaient qu'il y avait entre 300 et 1000 terroristes dans le Sahel. 300 et 1000 terroristes. Statistiques du ministère de la Défense française. Ce n'est pas les Maliens qui ont fait les statistiques. Ce n'est ni le Burkina Faso, ni le Niger. Mais c'est les Français eux-mêmes qui ont fait les statistiques. Et la France s'est installée avec Barkhane, avec près de 5000 hommes. Donc c'était 5625 hommes au départ, en 2013. Pour 300 à 1000 terroristes. Pour 300 à 1000 terroristes. Ils se sont installés 5000, presque 6000 hommes. Avec du matériel assez lourd. Des effectifs qui ont grossi durant les 10 années, parce qu'ils ne sont pas restés constants. Ils ne sont pas restés constants. À la fin de Barkhane, on était presque à 10 000 hommes. Alors, vous avez une opération comme celle-là, qui fait plus de 10 ans dans un territoire, et que les djihadistes se multiplient, gagnent des territoires. Vous ne voyez pas que c'est une grosse escroquerie? Mais moi, je dis et je rappelle aux autorités maliennes et tous ceux qui sont dans le Sahel, où il y avait une opération française, que ce soit Serval, que ce soit Barkhane, n'est-ce pas, qu'on doit porter plainte à la France pour escroquerie. Parce que ces organisations-là, c'est-à-dire Barkhane, Serval et tout, ils recevaient de l'argent. On les appuyait. On payait les services de ces gens-là. Pour quel résultat? Résultat zéro. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis. J'arrive. Je posais ce fondement pour qu'on comprenne que les États-Unis ne sont pas différents de la France. N'est-ce pas? D'ailleurs, que les États-Unis sont le vrai patron de la France. Donc la France n'était que l'employé. Alors, je posais d'abord le fondement pour dire qu'il n'y a aucun contrat qui lie les deux États. C'est une note qui est envoyée aux autorités de Niamey en leur disant que nous allons installer 2 bases militaires, nous allons envoyer des hommes sur le terrain. Nous allons envoyer des ingénieurs et tout et tout.
on n'a pas dit de quoi il s'agissait. Oui. Finalement, on a découvert que maintenant, ils ont construit une très grande base logistique en matière de drones, n'est-ce pas, à Agadez. À Niamey, ils ont mis les hommes au sol avec des unités de contrôle satellitaire. Ils ont presque quadrillé tout le Sahel. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'avec toutes ces grandes unités, c'est-à-dire de contrôle de satellitaire et des drones, ils voient seulement quand l'armée commet des exactions, mais ils ne voient jamais quand les terroristes entrent dans les villes, dans les villages et commettent des exactions. Ou bien ne donnent jamais le renseignement à l'armée, n'est-ce pas, régulière, que les terroristes sont à tel niveau. Vous voyez le niveau de tricherie et de barbarie, le niveau de tricherie et de tromperie. Alors quand on se rend compte... C'est ce que stipulait d'ailleurs cette fameuse note qui a été transmise aux autorités de l'époque en 2012, revenant sur les principales missions de cette base américaine. Selon le communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, André Kistel Fanga, ce contrat n'autorisait pas les États-Unis à apporter un appui aux forces armées nigériennes dans la lutte contre le terrorisme. Ce contrat ne permettait pas aux autorités jusqu'ici d'avoir connaissance, entre autres, de toutes les manœuvres militaires menées par les États-Unis au Niger, ne permettait pas aux autorités nigériennes d'avoir une connaissance bien assez exhaustive sur le nombre, ou du moins sur l'effectif réel des civils américains ou encore des militaires américains déployés du côté du Niger. Ça, c'est quand même assez grave. C'est extrêmement grave. André Kistel Fanga. Je dis c'est extrêmement grave. C'est pour ça que les djihadistes et les terroristes pouvaient se multiplier dans le Sahel. Je vous ai pris les statistiques du ministère de la Défense française. Donc, en fait, c'est plutôt... Je vais dire quoi? Les soldats français et américains qui devenaient des djihadistes, il faut le dire. Parce que c'est quasiment impossible que vous soyez là, sur le territoire, n'est-ce pas, avec toutes les armes, tout ce que vous avez comme instrument, n'est-ce pas, militaire, et que le djihadisme se multiplie dans le Sahel. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un... Vous savez, la stratégie machiavélique. Et aujourd'hui, quand on exige des clarifications, voire des explications, c'est pour espérer quoi? Que les autorités reviennent sur leur position, ou alors les États-Unis ont clairement du mal aujourd'hui à quitter Niamey, parce qu'on le dit, c'est quand même un investissement colossal qui a été fait du côté d'Agadez. Cette base de drones, c'est un énorme investissement pour les États-Unis. Est-ce que c'est une façon de dire que, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous vous rendez pas compte de ce que nous avons investi dans votre pays? Entre autres, André Kistel Fanga. Mais écoutez, ils sont en train de pleurer le vol. Ils ont volé. Oui. Ces bases-là ne sont pas là seulement pour les fabrications de drones. Les drones, les machins et toutes ces bases-là sont pour le contrôle, pour l'influence, pour influencer les autorités, leur disant que si vous vous amusez, on vous tue, on vous enlève du pouvoir. Vous savez qu'ils ne connaissent que deux langages, n'est-ce pas? Quand la négociation rate, la négociation violente, bien sûr, parce qu'ils ont toujours les négociations violentes. La preuve en est, la sous-secrétaire d'État qui est venue, des États-Unis qui est venue à Niamey, là, elle impose qu'elle veut voir Bazoum. Elle veut rencontrer Tchani. On dit, mais c'est quand même un chef d'État. Oui. Vous ne pouvez pas arriver et vous dites que je veux voir Bazoum, je veux voir le général Tchani. Mais attendez, quand même, il doit avoir un canevas, il doit avoir les prérequis, n'est-ce pas, pour qu'on vous accorde ça. Mais comme elle est venue en compagnie de deux très grands généraux, qui étaient parmi les formateurs de Tchani, n'est-ce pas, au Maroc. Vous savez, quand ça vient comme ça, avec tous les galons, on vient avec de l'ascendance, n'est-ce pas, pour venir dire que, bon, ok, c'est quand même nous les États-Unis, c'est nous les Américains. Alors, il faut que ce que nous te disons, vous obéissez et vous fassiez ce qu'on veut. Heureusement, Tchani ne les a pas reçus. Ça, c'est d'abord la première victoire, n'est-ce pas, des autorités de transition du Niger. Oui. Ne pas recevoir ces émissaires-là qui venaient avec une russophobe d'envergure qui était dans la compagnie pour venir dire que non, arrêtez toute coopération avec la Russie. Donc, vous comprenez que les Américains actuellement sont en train de pleurer le vol. La France ne pleure pas le dégagement du Mali ou bien du Sahel, non. Ils pleurent le vol qu'ils organisaient sur le territoire sahélien. Et c'est ce que les Américains sont en train de pleurer aujourd'hui, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a l'exploitation de l'uranium de manière illégale par ces bases-là. Il y a l'exploitation de l'or, il y a l'exploitation de beaucoup de minéraux, n'est-ce pas, dans la zone sahélienne. Et comme vous ne pouvez pas parler
Parce que les autorités, soi-disant politiques, qui étaient là, n'est-ce pas, qui étaient à la gouvernance en ce moment-là, que ce soit Mamadou Issoufou, que ce soit Bazoum, ne pouvaient pas se prononcer parce que vous avez l'épée de Damoclès qui pèse sur votre tête, que dès que vous vous amusez, alors ça tombe, un drone vient espion, vous largue une petite bombe là dans votre palais et c'est terminé. Et on dit que c'est les djihadistes et les terroristes qui ont pris le pouvoir. Vous vous rappelez de la machination avec le maréchal Idriss Déby, on a dit que c'est les facteurs qui l'ont tué. Nous savons comment ça s'est passé. Donc vous comprenez que les Américains ne pleurent pas le déménagement de leur base, mais on va découvrir après, n'est-ce pas, ce qu'ils faisaient réellement là-bas. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec les renseignements russes qui sont dans le territoire aussi, on a déjà vu démanteler plusieurs communications qui préparaient le coup d'État contre, que ce soit Tchani, que ce soit Assimi Goïta, que ce soit Ibrahim Traoré. Vous voyez qu'il y a déjà un travail très précieux qui est en train de se faire là. Et les Américains qui ne contrôlent plus cette base-là, alors ça devient un problème pour eux. Un véritable problème. On a bien l'impression que cette dénonciation patient parfum d'homme passe mal du côté de Washington. J'ai essayé de faire des petites recherches pour me rendre compte. Ce sont des chiffres approximatifs, mais ils peuvent être revus à la hausse. La base de drones d'Agadez du côté de Washington, on nous apprend d'ailleurs que Washington aurait investi environ, patient parfum d'homme, 110 millions de dollars pour sa construction, avec 30 millions de dollars par an pour la maintenance de cette base de drones du côté d'Agadez. On ne parle pas de Niamey pour les troupes qui sont au sol, vous l'avez évoqué, André-Christophe Fanga. On comprend mal pourquoi ça c'est difficile aujourd'hui. Hier déjà, on a l'impression que vous aviez lu dans une boule de cristal, vous avez anticipé sur la réaction de Washington en disant vous l'attendez, mais elle est là. Washington exige des explications, voire des clarifications, mais se dit prête à poursuivre les négociations pour d'éventuelles, ou du moins pour une autre étape. Je ne sais pas trop ce que le Pentagone, du moins ce que le département d'État américain met aujourd'hui dans la prochaine étape, mais on a l'impression que Washington ne compte pas quitter le Niger d'ici tôt. Patient parfum d'homme. Mais c'est parce que de toutes les présences américaines en Afrique de l'Ouest, et surtout dans cette bande sahélo-sahélienne, les présences au Niger étaient d'une importance capitale. Capitale. Vous savez, on ne gagne pas une guerre si on n'a pas le renseignement. C'est clair. Le premier élément qu'il faut avoir pour pouvoir mettre de côté toutes les chances pour remporter une guerre, c'est d'avoir de bons renseignements. Et là, quand on parle de la base des drones, vous avez tout à l'heure un drone a défilé là. Ouais, je pense d'ailleurs la réalisation peut nous permettre d'avoir ces magnifiques images d'ailleurs. C'est grave. Revenant sur ces drones qui survolent Niamey pratiquement, voire toute la bande sahélo-sahélienne de toutes les façons, avec notamment cette base militaire américaine du côté du Niger. Alors, je vais vous lire quelques éléments. Allez-y. De ce fameux contrat univoque des Américains avec le Niger. C'est pour ça que moi je pense que les prédécesseurs du général Tchani, et Tchani le sait pertinemment, il y a un sous-contrat de ce contrat. Un sous-contrat, c'est-à-dire en dépit de tout ce qui a été présenté par le CNSP. Oui, et ils ont perçu de l'argent dans cette affaire. Et beaucoup de faveurs. Écoutez, on nous dit que, le personnel, qu'il soit américain ou pas, dès lors qu'il travaille avec l'ambassade des USA au Niger, est considéré comme diplomate et donc couvert d'immunité diplomatique. C'est clair. Le gouvernement du Niger doit donner accès à tout le spectre de radiofréquence du Niger au département américain. En gros, le Niger accepte de laisser le département de défense américain espionner absolument toutes les conversations qui ont lieu en terre nigérienne. 3. Tout personnel militaire ou non militaire qui travaille avec les USA doit pouvoir entrer et sortir du Niger avec simplement la carte d'identité des USA ou un document d'identité américain délivré par n'importe quel État américain sans difficulté. Toute licence professionnelle et tout permis délivré par les USA, quel qu'en soit l'État américain, doit être accepté au Niger. Il est stipulé noir sur blanc que tout document fourni par les USA doit être considéré comme légal, avoir poids d'autorité sur le sol nigérien et qui ne doit être opposé aucun frein ni aucun autre argument de ce document.
Le personnel américain a le droit de porter des armes, ses uniformes, dès lors qu'ils en ont l'autorisation du gouvernement américain. Et le Niger n'a pas le droit de fouiller les véhicules du personnel travaillant avec les USA, ni d'opposer une quelconque interdiction de port d'armes à ce personnel. Le Niger reconnaît que le gouvernement américain est le seul à exercer la justice sur tout personnel américain travaillant sur son sol. Vous aggravez la situation passant parfait. Attendez, je n'ai pas fini. Et plus c'est grave. Je n'ai pas fini. Bon, vous m'avez coupé, mais le permis de conduire délivré par les USA à leur personnel ne doit se voir opposer aucun test de conduite, ni le moindre frais à payer, quel qu'en soit le type de véhicule. Le gouvernement américain a le droit de construire tout ce qu'il veut. Là, c'est très important, sur le sol nigérien et où il veut. Et le gouvernement nigérien doit laisser entrer tout matériaux nécessaires à la construction de leur édifice. Je peux m'arrêter là, parce que je ne veux pas prendre tout le temps. La liste est loin d'être exhaustive, André Christelle Fanga. Ça veut dire quoi? Patient parfait d'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, les États-Unis considèrent le Niger comme Guantanamo. Vous savez, il y a un accord entre les anciens pouvoirs cubains avant la révolution et les Américains qui donnaient aux Américains le droit sur Guantanamo. C'est-à-dire que cette enclave cubaine dans Cuba est considérée comme un territoire américain. Cuba crie depuis qu'il veut récupérer l'enclave de Guantanamo. Les Américains disent « Nous y sommes, nous restons, on ne va pas partir d'ici ». Et vous savez que la plupart des prisonniers irakiens, même d'Al-Qaïda, étaient déportés à la prison de Guantanamo. Mais comment un tel accord a pu passer en parfait d'homme? S'il n'y avait pas l'affaire des porte-plumes là, vous aurez su qu'en dehors des accords de coopération, les accords militaires, il y a d'autres sous-accords entre la France et les pays africains. C'est comme ça que ces gens-là nous traitent. Mais le fond du problème, c'est quoi? Avec les drones que vous avez baladés là, les États-Unis veulent contrôler tout ce qui est exploitation de mines, tout ce qui est transport des hydrocarbures, n'est-ce pas, des énergies fossiles, parce que le gros de l'enjeu, surtout les oléoducs, ça va se passer là. Et c'est pour ça que le Niger est sur une position géographique et géopolitique extrêmement importante. Extrêmement important. Parce que ne pensez pas que les Américains vont accepter de ne plus continuer à vendre leur gaz national liquéfié 4 fois plus cher aux Occidentaux, parce que vous avez un projet pour fournir autant pour moi de gaz aux Européens moins cher, nettement moins cher que le gaz naturel liquéfié. Attention. Et ne vous étonnez donc pas que ce qui s'est passé pour le Nord Stream de sabotage se produisent aussi au niveau de vos oléoducs et gazoducs que vous voulez passer au niveau du Niger. Donc nous sommes là maintenant dans le dur du sujet. C'est maintenant que les vraies choses commencent. Les vraies choses ont commencé. C'est maintenant que les vraies choses commencent. Et là, un investissement, on a parlé de cet investissement, mais on les voit mal de cette façon, patient parfait. Étions-nous demandeurs de cet investissement? Maintenant que cet investissement... Près de 110 millions de dollars américains. Oui, une maintenance de 30 millions de dollars par an. Étions-nous demandeurs? Non. Et maintenant que cet investissement n'est plus en cohérence avec notre nouvelle philosophie. De l'Afrique. Notre nouvelle philosophie. Pourquoi vous venez nous imposer quelque chose que nous n'avons pas demandé? On n'a pas demandé. Donc c'est aux Américains de prendre les briques et les brocs et de dégager de là. Donc, ce que vous voyez là, et la Fanga a donné une information capitale. C'est-à-dire que comme c'est les gars qui ont formé Tchani, et au Niger, on a eu des cas comme ça, où un président arrive, demande à réévaluer le prix de l'achat par les Français de son uranium. On convoque les gars de Saint-Cyr. On dit, il y a un voyou là-bas, quand je parle des gars, les officiers formés à Saint-Cyr, mais qui sont dans l'armée nigérienne. On dit, il y a un voyou qui est là, qui veut montrer qu'il est très intelligent, il faut nous le dégager. On dégage le président en question. C'est comme ça que beaucoup de présidents ont été chassés du pouvoir au niveau du Niger. Au moins deux. Au moins deux. Donc quand cette dame, la Madame Méli, vient avec ces deux hauts gradés américains, c'est pour dire à Tchani que, jeune homme, n'oublie pas que c'est nous qui t'avons formé. Quel est ton problème? Pourquoi tu veux donner l'uranium aux Iraniens? Pourquoi tu coopères militairement avec la Russie? Pourquoi tu veux faire passer, n'est-ce pas, ton gazoduc sur ton sol, ce gazoduc qui vient de Niger sur ton sol pour aller alimenter l'Europe et nous casser notre marché? Monsieur, il y a beaucoup d'intérêt dans cette affaire-là. Il n'y a pas que l'État américain. Il y a même des lobbies
israélo-américains qui sont aussi dans le jeu là. Ça risque de... Mais vers quoi on se dirige? Parce que là, on a l'impression que, vous nous dites clairement que, du moins, les véritables enjeux, on aura le temps de les constater peut-être dans quelques jours ou du moins dans quelques mois avec ce départ annoncé des militaires, du moins des soldats américains. Mais mon cher ami, rappelez-vous, quand on avait demandé à la France de partir du Niger et que les voix commençaient déjà, Oui. n'est-ce pas, à remonter pour dire que même les Américains doivent partir. Mais le secrétaire d'État américain a pondu une déclaration pour dire que nous ne partirons pas du Niger. Ils l'ont dit officiellement, qu'ils ne vont pas partir du Niger. Vous vous souvenez, non? Il dit que nous, on ne va pas partir du Niger, on va rester là. C'est comme on dit chez nous, sur les Bantous, c'est le Ngoulmesol maintenant. Voilà. Est-ce qu'on se dirige vers un bras de fer? On sort par là, messieurs. Mais oui, est-ce qu'on se dirige vers un bras de fer à une minute? Dans un bras de fer. Nous sommes en plein dans un bras de fer. Et je sors. Tant que la base américaine, les bases, pardon, il n'y a pas une seule, les bases américaines continuent d'être là, sur le sol nigérien, c'est une hypothèque grave sur la question de l'AES, sur le caractère opérationnel de la construction et de la mise en œuvre des décisions par l'AES. C'est une menace terrible, puissante. Parce que je vous ai dit, au-delà des armes, il y a la question du renseignement. Alors là, j'ai vu, je crois que c'est un drone Reaper, mais il y a aussi des drones Predator avec des attaques ciblées qui peuvent détruire n'importe quel édifice, n'importe quel dirigeant, n'est-ce pas, de cette alliance-là, si les Américains en sentent la nécessité. Nous sommes donc au début du véritable bras de fer qui doit opposer la souveraineté africaine aujourd'hui à la tentative, n'est-ce pas, à l'intention américaine de continuer de domestiquer cet espace-là. Voilà. Et on scrute de près l'évolution de la situation du côté du Niger, les États-Unis qui exigent des explications, alors qu'en face, les autorités nigériennes ont clairement dénoncé cet accord de coopération militaire. Merci à vous, André-Christelle Fanga. J'ai l'impression que vous souhaitiez ajouter un mot rapidement avant qu'on ne puisse rendre l'antenne. La vraie guerre a commencé. Parce que on tâtait encore le terrain. Maintenant, on a découvert la tête du Léviathan. Le vrai Léviathan qui a longtemps aspiré les énergies africaines, c'est les États-Unis. Et là-bas, au Niger, parce que c'est la deuxième base la plus importante après Djibouti, américaine, n'est-ce pas, installée sur le territoire africain. Après Djibouti, c'est celle d'Agadez et de Niamey. Donc, vous comprenez que en les déboulonnant là, du Sahel, ça veut dire qu'on est en train de les enlever, n'est-ce pas, le contrôle de presque de tout un long territoire. Parce qu'à partir de là, ils contrôlent plusieurs territoires. Ils contrôlent plusieurs... De la Mauritanie pratiquement à la mer Rouge. À la mer Rouge. Donc, vous comprenez que c'est un enjeu hyper important. Et ça, je peux dire clairement que voici ce qu'on attendait de Tchani. Voici ce qu'on attendait des autorités de transition du Niger. Et là, ils viennent de prouver qu'ils sont garçons. Voilà. Et ça, là, on va voir maintenant la vraie face des États-Unis. La réaction. Et là, attendons-nous à la guerre. Et nous sommes prêts à faire cette guerre-là. Voilà. Merci à vous, très cher monsieur André-Christelle Fanga, patient parfum d'homme. Ben, le sujet, on peut en débattre. Il y a tellement de choses à dire sur cette dénonciation de l'accord de coopération militaire avec les États-Unis, mais de toutes les façons, ce n'est que partie remise. Merci à nos nombreux téléspectateurs. Toutes nos excuses pour nos nombreux téléauditeurs, ceux qui n'arrivent pas à nous joindre depuis plusieurs jours maintenant. C'est pour des raisons qui ne dépendent pas de notre volonté, avec bien sûr ces problèmes de connexion Internet qui touche plusieurs pays à travers le continent africain. Donc toutes nos excuses, mais les émissions, vous pouvez les retrouver sur nos différentes plateformes plus tard. Merci à la grande équipe de la réalisation, à nos nombreux auditeurs sur la 96.3 FM. Portez-vous bien